Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais développer les évolutions du commerce international depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il fallait bien distinguer les évolutions quantitatives du commerce international et les évolutions non quantitatives. Donc je ne reviens pas en détail sur les évolutions quantitatives, vous en avez compris le principe, c'est le fait que les quantités de marchandises exportées ont très fortement augmenté depuis la Seconde Guerre mondiale. Intéressons-nous davantage maintenant aux évolutions non quantitatives, c'est-à-dire structurelles et géographiques. D'abord sur les évolutions géographiques. On peut voir dans le manuel deux documents qui nous intéressent particulièrement, c'est le document 1, page 76 et 4, page 77. Je vous incite à les reprendre pour les avoir plus nettes qu'à l'écran. Dans le document 1, page 76 du manuel, on peut effectivement observer le déplacement du centre de gravité du commerce international vers l'Asie. Et ça s'est fait en plusieurs vagues successives. D'abord dans les années 1950-60, avec l'émergence et le développement du Japon. On voit que le Japon, dès 1980 et encore aujourd'hui, est l'un des principaux pays exportateurs au monde. Ce n'était pas le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Le Japon était très isolé, économiquement assez peu développé. C'est à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'il se développe et s'insère dans les échanges internationaux de marchandises. C'est le cas dans une deuxième vague avec les 4 dragons, dont on a ici 2 représentants, la Corée du Sud et Hong Kong. On voit bien que ces deux pays qui, dans les années 1970, sont encore des PED, font partie du Sud économique, eh bien, sont passés d'exportateurs relativement peu importants dans le commerce international, 39e rang en 1980 pour la Corée du Sud, 22e rang pour Hong Kong en 1980, sont désormais parmi les principaux exportateurs de marchandises au niveau mondial, 7e rang pour la Corée du Sud, 9e rang pour Hong Kong. Donc on a eu une deuxième vague qui a là aussi fait progresser l'Asie dans l'intégration du commerce international. Troisième vague, c'est celle des années 1990, avec notamment l'insertion dans le commerce international de l'Inde et plus encore de la Chine, qu'on peut voir ici, puisque en 1980, la Chine était le 30e exportateur mondial de marchandises, elle est maintenant le premier. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Chine est l'atelier du monde, c'est-à-dire le lieu où une grosse partie de la production nécessaire aux Européens, aux Américains, est réalisée. On le voit bien aujourd'hui avec la crise du coronavirus, les masques de protection et de nombreuses molécules qui servent pour les médicaments sont produits en Chine et nous manquent à l'heure où les frontières se ferment et où les transports sont plus difficiles. Deuxième évolution géographique que j'ai évoquée très rapidement et superficiellement dans ma vidéo précédente, elle est abordée par le document 4, page 77, que vous pouvez reprendre sous les yeux. Voilà, moi aussi, j'y vais. Très bien. Ce document nous permet de voir le développement, très important maintenant, du commerce intra-régional. Qu'est-ce que c'est le commerce intra-régional? C'est le fait que les pays d'une même zone dans le monde commercent entre eux. C'est le cas, par exemple, si je prends la première case ici de l'Amérique du Nord, on voit bien que parmi les pays d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis et Mexique, il y a un commerce international. C'est-à-dire que les exportations américaines vont vers le Mexique, vers le Canada, que les exportations canadiennes vont vers les États-Unis et le Mexique, et ainsi de suite. Donc, on voit que ce commerce intra-régional, ici, entre pays d'Amérique du Nord, il est important. 49% des exportations d'Amérique du Nord vont vers l'Amérique du Nord. Donc c'est beaucoup. Ça veut dire que à peu près la moitié, 1 sur 2, biens ou services, va d'un pays d'Amérique du Nord vers l'Amérique du Nord. C'est le cas aussi pour l'Europe. On voit d'ailleurs que c'est la zone du monde dans laquelle le commerce intra-régional est le plus développé. C'est bien sûr le modèle de l'Union européenne qui a permis le développement du commerce intra-régional très important en Europe. Et on voit bien que 69% des exportations des pays européens vont vers d'autres pays européens. Donc le commerce intra-régional est très important. Alors évidemment, ce n'est pas le cas dans toutes les régions du monde. Les régions du monde les moins développées ont un commerce intra-régional plus faible.
On le voit notamment pour l'Afrique, hein, seulement 16% des exportations qui viennent d'Afrique vont vers l'Afrique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les Africains ont une demande intérieure qui est assez faible, donc les exportations africaines vont davantage vers les pays où la demande intérieure est forte, à savoir les pays d'Europe, les pays d'Amérique, bref les pays riches. Les Africains vendent assez peu aux Africains parce que les Africains ont peu d'argent pour acheter les produits que produisent les autres pays africains. C'est le cas également dans une certaine mesure de l'Amérique du Sud et centrale. C'est le cas également de... Ah mince, oui, dans ce document, excusez-moi, j'allais dire de la Russie, mais la Russie n'est pas dans ce document. Donc c'est une erreur de ma part, j'ai confondu avec un autre document. Voilà en tout cas ce que l'on peut voir. On voit que sur cette diagonale, pour les pays, les zones pardon, riches, les pays riches, il y a un commerce intrarégional très important. Troisième évolution importante et qui est non quantitative, c'est le type de produits qui sont échangés. Et là, c'est le document 3, page 77, qui nous permet de développer cette idée-là. On voit bien effectivement que dans le commerce international, les échanges de produits manufacturés sont majoritaires. On voit que plus de la moitié des échanges internationaux de marchandises sont des échanges de produits manufacturés, c'est-à-dire de produits qui sont transformés par l'homme. Les voitures, les produits électroménagers, notamment. On voit également que les produits primaires, c'est-à-dire les combustibles et les denrées agricoles, représentent une part de plus en plus faible des échanges internationaux de marchandises. Ça ne veut pas dire qu'on en échange moins, ça veut dire que le total des échanges a tellement augmenté que ces échanges de combustibles et de produits agricoles ont moins augmenté que les autres. Donc leur poids a baissé, mais évidemment, on en échange toujours autant et même plus qu'avant. Pour les services, là on voit une très légère augmentation. Alors c'est tendanciel, c'est-à-dire qu'il est difficile de libéraliser la circulation des services. Pourquoi? Parce que pour qu'un assureur français puisse vendre des assurances à un Américain ou à un Japonais, c'est plus difficile que pour vendre un smartphone. Donc du coup, les services tels que l'assurance, la banque, les services financiers représentent certes une part des échanges internationaux de marchandises de plus en plus grande, mais une part qui est encore limitée par rapport aux échanges de produits manufacturés. Je reviens donc un instant sur le dernier document de cette double page qui fait référence aux évolutions quantitatives. J'avais dit que je n'y reviendrais pas trop, donc je ne vais pas développer énormément dans cette vidéo les évolutions quantitatives, mais vous voyez bien, et c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente, que les évolutions des exportations mondiales et du PIB ne sont pas du tout du même ordre. Vous avez les exportations mondiales qui sont passées de l'indice 100 en 1950 à l'indice environ 3400 en 2013, ce qui veut dire, pour faire simple, que les exportations mondiales ont été multipliées par plus que 30, 33, 34. On ne voit pas bien ici quel est le niveau exact, c'est un graphique. Tandis que le PIB, lui, est passé de l'indice 100 à l'indice 700. Autrement dit, il a été multiplié par 7 quand les exportations ont été multipliées par plus que 30. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Forcément, ça signifie que la part du PIB qui est consacrée aux exportations est de plus en plus importante. On parle de tout taux d'ouverture des pays. Ça veut dire que l'ouverture des économies sur l'extérieur est de plus en plus grande, tout simplement parce qu'une part de plus en plus grande de ce que l'on produit est destinée à l'exportation. Bien, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les différentes évolutions dont je parlais dans la précédente vidéo. Pour les approfondir, je vous incite vivement à regarder ces 4 documents pour apprendre à les interpréter correctement. On les retrouve souvent sous des formes plus ou moins différentes dans les sujets de baccalauréat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible. Au revoir.